Lorsqu'on parle de la famille Brontë, on pense en premier lieu à Charlotte et Émilie, auteurs importantes du XIXe siècle. Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent sont en effet deux classiques de la littérature anglaise aujourd'hui. On pensera peut-être aussi à leur frère, Branwell, pour la fameuse peinture qu'il a faite des sœurs ou pour sa débauche. Et si on en vient à penser à Anne Brontë, c'est seulement en tant que sœur de. Il suffit d'une simple recherche pour constater que, alors que ses sœurs sont référencées en tant que poétesse ou romancière, Anne n'est référencée qu'en tant que sœur d'Émilie. Mais n'a-t-elle rien écrit d'important ? Au contraire, on considère que ses poèmes étaient meilleurs que ceux de Charlotte et que ces deux romans sont innovants pour l'époque. La critique est mitigée, mais on s'accorde pour penser que ce sont des grandes œuvres. Alors que ces deux sœurs sont élevées au rang de génie littéraire, pourquoi ne parle-t-on donc jamais d'Anne Brontë ? Pourquoi a-t-il fallu 164 ans pour corriger une erreur sur sa tombe ? Tout simplement parce que le roman d'Anne Brontë était trop dénonciateur pour l'époque et ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait surtout pas à sa sœur Charlotte qui en a empêché la réédition. Aujourd'hui, je te propose d'essayer de comprendre pourquoi et comment, parce que le sujet était trop sensible et qu'on n'aimait pas trop la critique à l'époque, Anne Brontë a été mise de côté, mettant ainsi sous silence une très grande auteure. Patrick Brontë, un vicaire irlandais, épouse Maria Branwell le 29 décembre 1812. Ils auront 6 enfants, Maria, Elizabeth, Charlotte, Branwell, Émilie et Anne. Moins de 3 mois après la naissance de cette dernière, en avril 1820, la famille emménage dans un petit village qui deviendra par la suite mondialement connu, Haworth. Malheureusement, environ 1 an et demi plus tard, en 1821, Maria Branwell meurt d'un cancer. Les enfants seront désormais élevés par leur père, aidés de leur tante maternelle, Elizabeth Branwell. Ceux-ci décident d'envoyer les 4 filles aînées au pensionnat de Cowan Bridge. Mais il était très mal géré, et Maria et Elizabeth tombent gravement malades. Elles meurent à 9 et 10 ans de la tuberculose. Charlotte et Emily rentrent immédiatement à Haworth, et désormais, l'éducation se fera à la maison. Les enfants étudient notamment la musique et le dessin, et ils lisent et jouent énormément. Parmi leurs lectures, on retrouve notamment Sir Walter Scott, Byron ou encore Anne Radcliffe. Un jour de 1826, Branwell reçoit des petits soldats en bois. Chaque enfant en choisit un et lui donne un nom. Et c'est ainsi qu'ils commencent à inventer leurs premières histoires. À 11 ans, Anne invente avec sa sœur Émilie le monde fantastique de Gondal. Quelques années plus tard, à 19 et 20 ans, les filles sont contraintes à travailler pour soutenir financièrement la famille. Charlotte et Émilie en tant que professeurs et Anne en tant que gouvernante. Les aînées viennent même enseigner à Bruxelles au pensionnat Égée. Les années passent et Émilie et Anne écrivent encore des poèmes à deux, en secret de Charlotte. Mais en 1845, Charlotte découvre dans un tiroir les poèmes d'Émilie. Elle annonce à ses sœurs qu'elle voudrait faire publier un recueil de leurs poèmes à toutes les 3. Émilie est d'abord outrée de cette intrusion dans sa vie privée et refuse, et puis finalement Charlotte arrive à la convaincre. 1 an plus tard, les sœurs seront donc publiées pour la première fois, avec les poèmes par Currer, Ellis et Acton Bell. Elles décident d'utiliser un nom de plume masculin pour éviter tout préjudice. À l'époque, le contenu de leurs œuvres n'aurait pas été pris au sérieux si on le savait écrit par une femme. Elles choisissent donc ce pseudonyme pour faire appel à un public plus large. Elles gardent la première lettre de leur prénom. Charlotte devient Currer, Émilie devient Ellis et Anne devient Acton. Et c'est ainsi que commence la carrière littéraire des sœurs Brontë. À l'époque, le roman est un genre de plus en plus répandu. En Angleterre, celui-ci n'a fait son apparition qu'une centaine d'années plus tôt, en 1719, lorsque Daniel Defoe publie Robinson Crusoe. Depuis, différents genres se sont développés, comme par exemple le genre gothique qui est en expansion au XVIIIe siècle. En 1837, la reine Victoria accède au trône d'Angleterre, débutant ainsi la fameuse époque victorienne. Parmi les auteurs importants de l'époque victorienne, on peut notamment compter Charles Dickens, les sœurs Brontë évidemment, George Eliot ou encore Elizabeth Gaskell. La particularité des auteurs de l'époque victorienne est qu'ils n'étudient pas seulement les personnages en tant qu'êtres individuels, comme c'était le cas avant, mais aussi en tant qu'êtres sociaux, avec toute une réflexion sur leur environnement. Les auteurs parviennent enfin à un équilibre entre ces deux êtres, être social et être individuel. Après la publication de leurs poèmes, les sœurs Brontë continuent à écrire. En 1847, elles publieront toutes les 3 leur premier roman. Charlotte publiera Jane Eyre, Émilie Les Hauts de Hurlevent et Anne, Agnès Grey, fondée sur sa propre expérience en tant que gouvernante.
En 1769, James Watt dépose le brevet de sa machine à vapeur. En 1785, Edmund Cartwright invente la machine à tisser. Ces deux inventions seront des contributions cruciales à la révolution industrielle qui se développe en Angleterre en cette fin du XVIIIe siècle. Cette industrialisation, couplée à l'expansion économique, donne lieu à un énorme déplacement de la population rurale vers la ville. La population de la ville va donc augmenter considérablement, et ce très rapidement. On va passer d'environ 1 million d'habitants au début du XIXe siècle à plus de 6 millions d'habitants une centaine d'années plus tard. La Grande-Bretagne est le plus grand empire au monde, avec une énorme confiance politique. Mais face à cette confiance politique, à l'intérieur de l'empire, la population est pleine de doutes et d'angoisse. Le taux de pauvreté et les inégalités sociales sont à la hausse. On a d'un côté les très riches et de l'autre les très pauvres, et ceux-ci vivent extrêmement mal, entassés les uns sur les autres. Ceci favorise évidemment la propagation de maladies, et les drogues sont aussi très courantes. À l'époque, l'opium circule facilement, et l'alcool est considéré comme une drogue grave. Grâce à la position de leur père, les sœurs Brontë échappent à la pauvreté et mènent une vie assez calme jusqu'à un certain point. Malheureusement pour elles, leur frère Branwell sombre petit à petit dans la drogue et l'alcool et devient violent. En plus de ça, les sœurs grandissent, il faut qu'elles se marient ou commencent à travailler. Puisque, en effet, les femmes à l'époque ont très peu de perspectives d'avenir. Dans la société victorienne, la femme a un rôle unique, celui de se marier. Voilà à quoi doit ressembler le parcours d'une femme victorienne modèle. La femme est avant tout l'ange de maison. Et ceci se traduit jusque dans la loi, où les femmes ne sont même pas considérées comme des personnes à part entière. À l'époque, les femmes sont des choses, objets, propriétés de leur père et puis de leur mari. Sans leur mari, elles n'ont donc aucune existence juridique. Il va falloir attendre 1839 pour qu'une mère puisse demander la garde de ses enfants. Il va falloir encore attendre 1882 pour qu'une femme ne soit plus considérée comme la propriété de son mari, mais bien comme un être indépendant. Dans le cas des sœurs Brontë, aucune d'elles ne souhaite se marier, en tout cas pas tout de suite. Elles vont donc travailler, principalement pour des raisons d'argent, puisque Branwell dépense plus qu'il ne rapporte. En parallèle à tout ce qui se passe en Angleterre, on peut aussi mentionner le Printemps des peuples, qui fait référence à un ensemble de révolutions qui ont lieu sur le continent en 1848. On voit que le monde change petit à petit. Et c'est dans tout ce contexte historique qu'en 1848, Anne Brontë publie son deuxième roman qui suscitera les critiques puisqu'il met en avant une femme qui se libère de l'emprise de son mari violent pour enfin pouvoir vivre librement. Commençons avec la préface. Rien qu'au commencement, Anne Brontë se justifie déjà en tant qu'auteure. Elle défend son droit d'écrire et s'excuse presque de dire la vérité. Elle essaie aussi de justifier le caractère moral de son roman. Si elle décrit une telle violence, c'est parce qu'elle dépeint simplement et tristement la réalité. En étant si crue et finalement honnête, elle veut permettre au lecteur de se rendre compte que quelque chose ne va pas et qu'un changement important doit avoir lieu dans la société. Comme on l'a vu dans le contexte historique, la société victorienne a des idées très fixes concernant le rôle et le statut des hommes et des femmes. Au long du livre, on va donc se rendre compte de ce que la société attend de l'un et de l'autre. On a un énorme déséquilibre entre les deux qui paraît aujourd'hui peut-être extrêmement ridicule, mais qui pour l'époque était tout à fait normal et acceptable. Et c'est pourquoi ce roman est très transgressif, puisque contrairement à la société de l'époque, et même à la loi, Anne Brontë ne présente pas Hélène comme un objet, propriété de son mari, mais bien comme une femme à part entière, capable de prendre des décisions pour elle-même. Le roman est un roman épistolaire, c'est-à-dire sous forme de lettres. Ce n'est pas du tout un genre nouveau à l'époque, puisqu'on a notamment Richardson qui en 1740 publie Pamela, ou Rousseau qui publie en 1761 La Nouvelle Héloïse, mais ça n'empêche que ça fait de ce roman d'Anne Brontë une pièce importante dans la littérature anglaise. La mise en scène épistolaire permet d'avoir un accès aux sentiments des personnages de façon plus brute et sincère.
On a donc dans ce roman-ci deux narrateurs. D'un côté Gilbert qui commence et finit le roman, qui écrit une lettre à son beau-frère dans laquelle il raconte sa rencontre avec Hélène, et d'autre part on a Hélène pour la deuxième partie du roman qui est centrale, où on lit son journal intime. En parallèle à cette forme épistolaire qui fait que ce roman est très bien pensé et construit, on va avoir toute une galerie de personnages, ce qui nous fera penser un peu à Jane Austen. Parmi les personnages importants, on a évidemment Hélène Graham, qui va évoluer au fil de son journal. Elle est au début le parfait stéréotype de la femme victorienne, naïve, facilement manipulable, mais avec le temps elle s'endurcit et devient de plus en plus indépendante, ce qui n'est évidemment pas acceptable pour l'époque. On a ensuite un autre personnage important qui est Arthur Huntington, le mari d'Hélène. Ce personnage est à la hauteur d'un des personnages d'Émilie Brontë dans Les Livres de Hurlevent par exemple. Arthur est le méchant gothique par excellence. Il est cruel, égoïste, manipulateur et il est incapable de traiter Hélène justement. Un troisième personnage important est évidemment Gilbert, qui lui aussi va évoluer tout au long du roman. Et enfin, un dernier personnage que je voulais mentionner, c'est Esther Hargrave, qui est le personnage, je trouve, le plus moderne du roman, notamment quant à sa réflexion sur le mariage. En voici un extrait. En avançant dans le journal d'Hélène, on se rend compte que son mariage est de plus en plus compliqué. Le roman est très bien construit sur ce point parce qu'on a sans cesse des références au chapitre précédent. Chaque petite anecdote n'en est en fait plus une, puisqu'elle est réexpliquée et développée quelques chapitres plus tard. L'importance de la loi se fait aussi de plus en plus sentir. Au moment où Hélène écrit son journal, soit de 1821 à 1827, voilà à quoi ont droit les femmes. La question de la femme devient de plus en plus importante. Malgré le fait qu'on a une fin qui peut être qualifiée d'heureuse et que les gentils soient récompensés, Anne Brontë ne tolère pas pour autant les stéréotypes de l'époque victorienne et c'est ce qui en fait sa modernité transcendante. Cette fin est bien plus innovante que n'importe quel roman de l'époque. On n'observe pas un retour au statu quo, mais la fin est bien révolutionnaire puisque les termes du second mariage d'Hélène sont dictés par la femme et qu'elle parle des deux époux en tant que partenaires avec donc une notion d'égalité. Ce qui est évidemment tout à fait innovant pour l'époque et choquant. En parallèle de ça, on a aussi le problème des différences sociales puisqu'Hélène et Gilbert viennent de deux milieux sociaux différents. En conclusion, le second roman d'Anne Brontë est révolutionnaire parce qu'il discute de nombreux sujets tabous importants de l'époque, que ce soit l'addiction, l'infidélité, la cruauté du mariage, les inégalités de classe et surtout les inégalités de genre, et le droit pour les femmes de choisir leur propre vie. Ce roman est un des premiers romans féministes complètement développés et fait encore écho aux idées actuelles. Mais alors, pourquoi ce roman a-t-il été mis de côté ? Lors de sa publication, le roman d'Anne Brontë est assez bien reçu et fait même plus de ventes que Jane Eyre, qui est le premier roman de Charlotte Brontë. Après la mort d'Émilie et Anne, les éditeurs contactent Charlotte concernant la réédition de leur roman. Celle-ci leur donnera son accord pour la réédition des Hauts de Hurlevent et d'Agnès Gray, mais elle refuse catégoriquement que La locataire de One Fell Hall soit rééditée. Charlotte considère que ce roman n'aurait jamais dû exister et que son sujet est tout simplement une erreur. Un an plus tard, dans la biographie qui présente les sœurs Brontë sous leur vrai nom, Charlotte répétera que tout était une erreur. Voici un extrait. Selon elle, ce livre a donc causé la mort de Anne. Mais ce jugement est tout à fait erroné. Anne Brontë n'est pas morte d'avoir écrit ce roman. Elle était bien plus forte que ce que sa sœur pensait et elle était déterminée à dépeindre la société victorienne telle qu'elle était réellement. Le problème du roman d'Anne Brontë, c'est qu'il décrit trop justement la société de l'époque. En présentant cette société scandaleuse mais vraie, Anne Brontë se met tout le monde à dos, y compris sa sœur, qui ne peut faire autrement que d'empêcher sa réédition. Malheureusement, lorsque le livre est enfin réédité des années plus tard, il a été complètement oublié. Quand on parle aujourd'hui d'Anne Brontë, elle n'est que l'ombre des brillantes Charlotte et Émilie. Et ce n'est que récemment, soit presque 200 ans plus tard, que l'œuvre d'Anne Brontë a enfin reçu la reconnaissance qu'elle mérite. Ce livre, à travers les époques, a surpassé l'incompréhension, le mépris, la censure. Il est grand temps qu'il soit enfin lu.